Est-ce que Bitcoin est prêt à aller à 80 000 dollars ou alors est-ce que nous allons connaître une nouvelle baisse à l'approche de cet halving? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette revue de presse. Et comme d'habitude, on va commencer par quelques petites news, une analyse sur le sentiment, une analyse sur le marché dans sa généralité. On verra aussi un point sur la macroéconomie et on finira avec les articles du jour et la sagesse du jour. Et avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo. Ça nous ferait vraiment plaisir pour continuer à développer cette chaîne. Alors la première news, c'est par rapport à Paradigm, qui est un venture capital, donc une société qui gère des fonds d'investissement, et il parle de lever 750 millions de dollars, ce qui est une très grosse somme. Et donc ça prouve quand même que les venture capital sont vraiment à l'affût sur l'écosystème crypto. Beaucoup de choses sont en train de se développer. C'est un écosystème qui attire des liquidités. Et forcément, si les liquidités rentrent dans le marché, alors c'est très bénéfique pour tout l'écosystème. Et c'est vraiment ce qu'on pourrait voir dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, avec un marché qui continue à la hausse. Nous sommes plus qu'à 10 jours du grand événement, le halving. Si tu ne sais pas ce qu'est le halving, c'est un événement qui se produit tous les 4 ans, environ tous les 210 000 blocs créés sur Bitcoin, qui en fait divise par deux les récompenses des mineurs. Actuellement, nous sommes à 6,25 Bitcoin minés par bloc, sachant qu'un bloc se mine toutes les 10 minutes, et nous allons passer à 3,125 Bitcoin minés. Donc c'est un événement que nous attendons tous depuis quelques temps. Il arrive dans 10 jours. Il arrive dans 10 jours. Est-ce que nous allons avoir un sales news à la suite de cet halving ou est-ce que le marché a déjà anticipé? C'est un petit peu aussi la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Également, on peut voir que sur Bitcoin, les ETF, il y a toujours de l'argent qui rentre. On peut voir que hier, on a fait quand même une journée à moins 220 millions de dollars. Donc des Bitcoins qui sont sortis des ETF. Serait-ce une prise de profit, sachant que le prix est quand même un petit peu monté hier. Sinon, dans l'ensemble, on peut voir quand même qu'il y a beaucoup de fonds qui rentrent dans Bitcoin. Même là, on peut voir que Grayscale a vendu pour 15 milliards de Bitcoin. Mais malgré ça, il y a quand même 12 milliards de dollars qui sont rentrés sur Bitcoin. Et ça, c'est quand même très fort. Ça prouve vraiment que Bitcoin a un gros attrait par rapport aux investisseurs qui investissent via les ETF. On va commencer un petit peu sur le côté sentiment. Je vois beaucoup de monde parler de ça. Qui dirait qu'on est dans une période de consolidation, qu'idéalement il faudrait consolider jusqu'à mai pour voir quelque chose d'intéressant. Si tout le monde pense la même chose, logiquement on pourrait avoir l'inverse. Donc on pourrait arrêter de consolider dès maintenant et commencer déjà à partir. On verra sur les graphiques juste après que même à l'ancien ATH en 2020, on peut voir qu'on a consolidé pendant très peu de temps autour de la TH avant de partir en skyrocket. Donc ces arguments ne sont pas forcément valables à 100%. Donc du coup sur le sentiment, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut voir quand même que ça a bien baissé. On avait eu une belle hausse à 42 qui était quand même montré qu'on reprenait vraiment un gros coup sur le sentiment. On montait bien et là on est quand même bien baissé, on a quand même pas baissé. Ça fait du bien, ça fait un marché qui respire. On a moins d'euphorie sur le marché et du coup c'est quand même assez intéressant pour continuer à monter. Il faut vraiment qu'on monte un petit peu dans le silence. Si les gens sont tous dans l'euphorie et tout, c'est pas le plus intéressant. Je fais pareil de recherche sur certains mots-clés comme All Saison qui a eu une grosse hype dessus. On peut voir que ça a bien descendu également, donc plutôt positif par rapport à ça. On peut voir qu'aux États-Unis, le mot Bitcoin aussi dans les recherches a quand même bien baissé. Donc c'est plutôt sympa. On peut voir qu'on est encore au tout début d'une hype. Là, comparé à 2021, comparé à 2018, on est quand même encore loin. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire une plus grosse hype que 2021? C'est la question qu'on se pose, mais logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème avec les ETF qui ont été acceptés. Il y a quand même de bonnes choses qui sont en train de se mettre en place. Ensuite, par rapport à la France, pour qu'il y avait eu un bel intérêt quand même, un bel intérêt sur Bitcoin malgré tout. Et ça redescend un petit peu, donc aussi pareil, voilà. Donc le marché, dans son sentiment, commence à se désintéresser un petit peu des bitcoins, mais on peut voir quand même qu'ils vont rester à l'affût, hein. Ça descend pas très bas non plus. Sur le Fear and Greed, on peut voir également que ça ne veut pas trop descendre, on reste aux alentours de 80, 75. Si on compare un petit peu avec décembre 2020, où c'est un peu la période où on a commencé à consolider proche de la TH avant de venir le casser, on peut voir que là c'est pareil, on était vraiment sur un Fear and Greed qui était vraiment excessif, et qu'on n'a pas eu de coup de peur avant mi-janvier, donc même encore pendant 2 mois. Donc ça pourrait quand même présager un scénario assez identique, dans le sens où une fois que la TH est cassée, moyen qu'on monte en up only. Est-ce qu'on aurait une grosse peur sur le marché avant de passer à la hausse? En soi, d'un côté c'est possible, on a la halving, peut-être un sales news sur le halving, mais ça serait aussi possible qu'on continue à monter, peu importe le fear and greed, peu importe l'euphorie sur les marchés.
on continue à up only pour faire FOMO les gens et voir comment ça se passe. Car on peut voir qu'il y a quand même pas mal de liquidités qui commencent à s'accumuler au-dessus de Bitcoin, de l'ATH. Donc là, vers 72 000, 73 000, on peut voir quand même pas mal de liquidités. Là, on est sur 24 heures si je passe en weekly. On peut voir, voilà, il y a un petit peu de liquidité, mais il y a quand même aussi pas mal de liquidités à venir chercher au-dessus. Donc 69 000, 64 000, 65 000. Donc ce genre de choses me fait quand même penser qu'on pourrait venir aller chercher d'abord toute cette liquidité. Donc peut-être faire encore une peur au marché à l'approche du halving avant de venir casser la TH. Et sur le côté moins speed, bon, on peut voir que ouais, voilà, un petit drop 69, peut-être 63, ça serait vraiment sympa, mais après il y a aussi quand même quelques liquidités qui commencent à s'accumuler au-dessus, qui seront intéressantes à venir chercher, pourquoi pas venir chercher aussi avant au-dessus et après en dessous. Donc on peut voir quand même que les liquidités sont un peu au nord, un peu au sud, ça dépend un peu de la time frame. C'est un peu difficile de définir vraiment la direction de Bitcoin, mais on peut essayer de la deviner. Par rapport sur du plus long terme, on peut voir qu'il y a toujours cette poche de liquidité qui est proche de 50 000. Je pense qu'on ira peut-être jamais la chercher, mais c'est intéressant quand même d'avoir conscience qu'elle est là et potentiellement après une forte hausse, pourquoi pas aller venir faire un gros retracement, faire peur aux gens, créer vraiment de la panique et ce serait peut-être le moment où on irait la chercher. Donc je note ça quand même dans un creux de ma tête et on pourra peut-être y repasser plus tard. Par rapport au funding rate, donc ça va être vraiment concerné tous les effets de levier que les gens prennent sur le marché. On peut voir qu'on est toujours sur un tapis vert. Donc le tapis vert c'est un peu comme l'effet tricolore. Vert on passe, orange faut se calmer, rouge c'est le bordel. Donc là les fundraisers nous disent qu'on pourrait continuer à up un petit peu. Mais on voit quand même ça peut reprendre la couleur assez rapidement sur les altcoins. Donc à se méfier, on va regarder ça avec attention. Donc je vous parlais de la consolidation qui se passe autour de la TH. Donc là on peut voir que en 2020 on était en train de consolider en dessous de la TH de 2017. On peut voir que là on avait fait une belle consolidation de pas très longtemps. Hein. Si vous regardez bien, c'était à peu près un mois, pas plus, peut-être 3 semaines. On voit pas très bien sur le graphique. Et ensuite on était vraiment parti up only. Donc on a fait d'abord une grosse hausse, puis une autre consolidation. Donc ce serait peut-être un scénario à privilégier avant de vraiment partir à la hausse et partir vraiment dans la débilitude. Donc là on peut voir, là c'est le cours actuel, avec du coup l'ATH de 2021 qui sert un petit peu de résistance, sur lequel on passe au-dessus, on revient, on passe au-dessus, on revient. Là on vient de repasser encore au-dessus. Est-ce que ça va résister? Est-ce qu'on va partir à la hausse, revenir consolider comme on avait pu faire dans le passé? C'est la question qu'on se pose. Mais c'est tout à fait probable. On va passer un petit peu sur le graphique. On peut voir que nous sommes au-dessus de cette petite zone grise qui est tout simplement l'ATH, les anciens ATH que nous avons eu, donc qui était en fait une résistance et qui maintenant est devenu un support. Donc on vient de la casser, on est revenu essayer de la traverser, mais on a bien rebondi dessus. Et là, on a l'air de s'installer un petit peu au-dessus. On avait aussi un petit triangle de compression qu'on est en train de casser. Donc hier, on a cassé ici. Donc maintenant, aujourd'hui, on va retester. Tant qu'on reste au-dessus, ça confirmerait qu'on est prêt peut-être à repartir à la hausse ou même, pourquoi pas, voilà, venir ranger un petit peu avant de repartir. On peut très bien aussi avoir un fake out et revenir vers le bas. Mais en général, si on casse vers la hausse, c'est pour aller au minimum sur une target à peu près comme celle-ci. Donc là, ça nous annonce du 87 000. Est-ce que ça sera ça? Est-ce que ça sera pas ça? Le futur nous le dira. Par rapport à ETH, c'est pareil. Là, on est revenu chercher ce support ici. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à le tenir? Si BTC continue à monter, logiquement, on devrait continuer également à monter. Sinon, voilà, on est revenu retracer sur des zones clés. On touche ici, on repart. C'est un petit peu scolaire, c'est vraiment académique. On fait ça, c'est vraiment propre et puis on verra comment le marché va continuer à réagir. Ensuite, essayons de voir un petit peu par rapport au total de la capitalisation sur le marché. On va chercher à voir un petit peu, à comprendre, à comparer même ce cycle. Ce dernier cycle était le dernier bull run, celui qu'on est en train de vivre et celui d'avant. Donc on peut voir que là on a les ATH de 2017 et on peut voir que proche de l'ATH on était venu un petit peu consolider, ralentir un petit peu avant de venir exploser ça pour reconsolider au-dessus. C'est exactement ce qui s'était passé lors de ce dernier bull run. Et regardez, là on s'approche de la tâche, on vient consolider, donc on a une boîte assez identique par rapport à ça. Est-ce que ça laisserait présager un scénario assez identique? C'est un peu la question qu'on se pose, mais en tout cas c'est vraiment flagrant à quel point c'est identique. On peut même voir sur le total 2, donc le total 2 qui exclut Bitcoin, que là on revient vraiment sur des niveaux assez identiques sur ces rebonds ici, ce rebond là on vient stagner avant de casser, repartir à la hausse, avant de casser même la TH au niveau de ce market cap.
100 bitcoins. Pareil ici, ce rebond là, on est en dessous avant de venir peut-être le casser. Donc voilà, on a quand même des similitudes dans les mouvements qui sont passés dans le passé avec les mouvements qui se passent actuellement. Donc ce n'est pas à négliger, on pourrait toujours quand même consolider pendant quelques temps avant de partir à la hausse. Mais on peut dire quand même qu'on est assez bullish sur la suite. En fait, c'est pas est-ce que Bitcoin va aller à 80 000, c'est quand est-ce que Bitcoin va aller à 80 000. On va faire un petit tour sur les altcoins également. Donc je voulais vous montrer TIA. TIA qui, pour moi, est en train d'arriver sur des zones assez intéressantes. Vous voyez là, les 0,5 de Fibonacci. C'est toujours des zones qui sont censées réagir. Donc on peut voir là, c'est déjà venu taper une fois. Ça a très bien réagi. Là, on revient le toucher. Donc là aussi, on peut voir est-ce que ça réagit. Est-ce que on pourrait continuer à descendre comme ça avant de repartir? Est-ce que on pourrait repartir d'ores et déjà? C'est la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Mais c'était pour vous montrer que on est sur une zone assez intéressante pour acheter, pour de l'investissement à long terme. Bien entendu, je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous montre juste des tokens qui sont intéressants, en sachant que TIA, quand tu le stakes, tu peux avoir potentiellement des airdrops. Notamment, aujourd'hui, nous avons eu un nouvel airdrop de Saga qui est tombé aujourd'hui d'ailleurs. Et je les remercie parce que j'avais staké mes TIA et ça m'a permis d'être éligible à une belle somme d'argent. Donc je les remercie. Par rapport à DIM, c'est un peu la même narrative que TIA. On peut voir que depuis son lancement, il a quand même aussi bien retracé. Est-ce qu'on va continuer à retracer? Est-ce qu'on va pas commencer à rebondir? C'est possible également, donc un altcoin aussi à surveiller, on peut aller le staker. Ça permet également d'avoir des potentiels airdrops. Et ça, c'est quand même sympa d'avoir de l'argent qui tombe du ciel. Par rapport à Ondo, on peut voir qu'il a aussi pas mal retracé sur son mouvement court terme. On peut voir qu'il est venu chercher les 0,38, qu'il a essayé de les casser une fois, mais que ça a bien rebondi. Maintenant, il est en train de retester. Est-ce qu'il va casser? S'il casse, potentiellement, on pourrait revenir au 0,5 voire au 0,6. Tout dépendra, sachant que le 0,5 est aligné avec le 0,3, le 0,38 du mouvement long terme. Donc le 0,38 serait peut-être une belle zone d'achat pour de l'investissement. Maintenant, ce 0,38 ici peut être aussi une bonne zone d'achat. Acheter un DCA, ça peut être aussi une solution. Donc voilà, Ondo, c'est plutôt pas mal, c'est sur un bon narratif, des reward assets. Donc à surveiller. Par rapport à Tao, alors Tao, on peut voir que lui, il est quand même très fort. Sur son mouvement long terme, on peut voir quand même qu'il est venu chercher les 0,38. Il est venu les toucher, il y a eu quelques temps pour l'acheter et puis vite, il est remonté. Est-ce que il va continuer comme ça? En général, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir ça, voilà, ça comme ça, avant de repartir à la hausse. Est-ce que ça va durer aussi longtemps comme accumulation? Est-ce que ça va être beaucoup plus rapide? Tao, il a tendance, on peut le voir ici, à retracer et quand même à faire une accumulation rapide avant de péter. Donc à surveiller également, ça pourrait être très intéressant, ça reste quand même le leader de la narrative sur l'IA. Donc à surveiller, ça peut être un bon bet. Par rapport à Link, je voulais vous montrer quoi par rapport à Link? Regardez-moi ça, c'est vraiment très joli. Donc ici sur Link, on peut voir qu'on a une épaule, une tête et une épaule qui s'est dessinée, qu'on a cassé ici, qu'on est en train de retester justement cette épaule. Est-ce que ça présage une grosse hausse par rapport à ça? J'avais cherché à voir quelles sont la target, et la target pourrait venir directement à 32 $. Donc potentiellement 1 x 2 environ. À surveiller Link, qui est quand même un très gros projet de l'écosystème, l'oracle le plus vraiment important, qui est aussi dans le RWA. Donc à surveiller. Par rapport aux deux derniers, on le verra plus tard, on va passer sur le côté macroéconomie. Donc par rapport à la macro, on aura la data par rapport à l'inflation demain. Demain, donc il me semble que c'est vers 21 h. Je vous tiendrai au courant, de toute manière, ça on en parlera certainement vendredi lors de la prochaine revue de presse. On peut voir aussi qu'il y a plusieurs meetings de la Fed. Ça parle aussi d'inflation jeudi. Ça parle aussi des sans-emploi jeudi également. Du sentiment par rapport aux consommateurs. Donc tout ça, ça va être quand même intéressant pour voir un petit peu comment l'économie se porte actuellement. Est-ce que l'inflation continue à stagner? Est-ce que l'inflation continue à augmenter? C'est un peu ce qu'on veut savoir. Si l'inflation continue à baisser, ça pourrait être un bon signe par rapport à la Fed, qui pourrait se dire que si l'inflation arrive à continuer à la maintenir, alors on pourrait forcément baisser les taux. Par contre, si ça continue à augmenter, là on pourrait quand même se dire, ok, donc l'inflation n'est pas vraiment maîtrisée et potentiellement on pourrait avoir les taux hauts encore un peu. D'ailleurs, par rapport à ces taux, on peut voir que en mai, voilà, plus personne ne pense qu'on aura une baisse des taux. Je pense pas qu'on aura de baisse des taux non plus d'ailleurs. Je pense pas non plus qu'on en aura une en juin. En fait, tant que l'inflation ne sera pas contrôlée à 100%, je pense qu'on n'aura pas de baisse des taux.
Donc pour l'instant, on est un peu sur du 50-50 en juin. On verra comment ça va évoluer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du mois de avril, au fur et à mesure du mois de mai. Mais moi, personnellement, je mettrai une pièce sur le fait qu'on n'a pas de baisse des taux. Ensuite, par rapport aux banques centrales, on peut voir qu'ils accumulent de plus en plus de gold depuis 2022. Ils ont vraiment accumulé énormément. Alors à ce qui paraît, c'est beaucoup la Chine et la Russie qui s'occupent d'accumuler du gold. On pourrait facilement mettre des relations entre les BRICS qui essaient de créer leur nouvelle monnaie et la sortie de la dollarisation du monde. Donc en plus avec un dollar qui est de plus en plus faible, qui a beaucoup d'inflation, qui perd en sa valeur, qui n'est plus vraiment cette réserve de valeur comme il a pu l'être à l'époque, on reviendrait vraiment sur des réserves de valeur solides comme le gold. Et c'est quand même très 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 intéressant à surveiller. Sachant que on sait tous que Bitcoin est le gold 2.0, le gold digital. Donc potentiellement ça pourrait se répercuter par rapport à Bitcoin. Et ça c'est cool. Ensuite, on peut voir que la liquidité, d'ailleurs ça c'est ce que je vais vous montrer juste après, la Fed disait qu'ils allaient réduire la liquidité sur les marchés, qu'ils allaient réduire la liquidité, la masse monétaire afin de contrôler l'inflation. Et puis on peut voir en fait que depuis un peu la crise la crise bancaire, même un peu avant, il y a toujours de la liquidité qui rentre dans le marché pour soutenir cette économie qui en fait, si on enlève trop de liquidité d'un coup, l'économie ne peut plus vraiment marcher proprement et du coup ça devient un peu la merde. Donc voilà, ça c'est très intéressant, je vais vous montrer ça directement d'ailleurs par rapport à mon chart. Donc voilà, ce graphique, je vais vous montrer, hop, c'est un peu gros, on va réduire. Donc ce graphique, ça représente la masse monétaire du dollar et on peut voir quand même que depuis quelques temps, elle ne fait que augmenter, Donc du coup, je vous ai aussi placé l'injection monétaire suite au Covid. Voilà, ça c'était l'injection monétaire suite au Covid. Ensuite, l'inflation trop haute, donc la Fed a décidé d'augmenter les taux et de pratiquer du quantitative tightening. Et là, on peut voir que c'est cette période ici, où là, on a réduit la liquidité du marché. Et on peut voir que depuis un peu la crise bancaire depuis février 2023, mars 2023, on peut voir que voilà, on a la liquidité qui remonte progressivement. On peut voir que si on met Bitcoin face à la liquidité du marché, face à l'émission de dollars, on peut voir que regardez, depuis qu'on a imprimé en 2020, Bitcoin, boum, ça pète, on arrête d'imprimer, bam, ça redescend, on reprend un petit peu la liquidité qui rentre sur le marché, boum, ça explose. Donc il y a clairement une corrélation entre la liquidité qui rentre sur le marché et Bitcoin. Donc si on fait un résumé, ça veut dire tout simplement que lorsque on aura plus de liquidité qui rentrera sur les marchés, lorsque les taux partiront à la baisse, lorsque la Fed va commencer à imprimer de l'argent, on va avoir de la liquidité qui va augmenter. On la verra ici par exemple, qui va continuer à augmenter. Et ça sera pareil pour Bitcoin, donc il y a quand même des belles targets à aller chercher. Donc affaire à suivre et je vous tiendrai par rapport à ça au courant dans les jours qui suivent. Voilà, donc on a fait un petit point sur le côté macroéconomique. Maintenant, je vous ai sélectionné 2 articles qui vont permettre de vous améliorer, de gagner en compétences, de gagner en connaissances dans cet écosystème qui est vraiment très très large. Et donc, le premier article, c'est vraiment un article sur le côté macroéconomique. Comment fonctionne un quantitative tightening, comment ça se passe, qu'est-ce que ça doit être réellement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, vous avez un joli thread, je vous laisse le lire, c'est pas très long. Ça peut être un peu technique, mais à force justement d'ingurgiter ce genre de données, votre cerveau va finir par faire des liens et c'est le plus important pour progresser. Ensuite, vous allez avoir aussi un thread sur les L2 et les L3. Ce sera intéressant de comprendre un petit peu leur fonctionnement. Pourquoi est-ce que les L2 sont encore un peu trop centralisés, les L3 encore plus. Pourquoi on est encore au début de ce développement. Et je vous laisse avec ce thread de Cigar qui vous explique ça bien. C'est pas très long non plus, mais c'est vraiment pépite pour le cerveau. Ensuite, on va finir tranquillement avec les 2 petites sagesses du jour. Donc la première sagesse de Bob Lucas qui nous compare l'investissement au fait de planter un arbre, planter une fleur. Donc on va planter plein de petites graines qui vont au fur et à mesure pousser, on va les arroser. Ça prend du temps, des fois on va rater, on va voir la fleur qui va faner. Mais c'est pas grave parce que à force on apprend, on sait mieux planter, on connaît mieux un petit peu les besoins de ces plantes là et elles continuent à grossir, à grossir, à grossir et dans le temps, c'est ça qui est vraiment important, c'est dans le futur, on va vraiment avoir un arbre qui se développe, une fleur qui se développe, une belle rose qu'on va pouvoir cueillir et sentir. Et ça c'est un petit peu pareil avec l'investissement, on plante, on investit à droite à gauche, on fait fructifier notre capital pour après en profiter plus tard et profiter bien de la vie. Voilà, c'est une belle sagesse de la part de Bob Lucas et on le remercie. Et enfin, la dernière, c'est tout simple, c'est patience. Patience, patience, c'est vraiment le maître mot.
on attend sagement. Le meilleur est devant nous. Il ne reste plus qu'à être patient, tout simplement, ne pas perdre son argent bêtement dans des scams, faire attention à son argent, bien l'investir et ensuite on sera récompensé par le marché. Rappelez-vous que le marché récompense les patients et punit les impatients. Donc voilà, on en a fini pour cette revue de presse aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous dis à très vite pour l'objectif Moon et pour la prochaine revue de presse. Ciao ciao.